Un char si lent en marche arrière qu'il est dépassé par un bus de ligne, un système de visée qui cesse de fonctionner sous la pluie, et un stockage de munitions placé directement sous les pieds de l'équipage. Le PT-91 n'est pas un symbole de supériorité militaire, mais une archive roulante de compromis, d'improvisation et de choix techniques douteux. Et pourtant, ce véhicule a été produit en série par la Pologne, exporté dans le monde entier, et finalement utilisé dans l'un des conflits les plus violents de notre époque. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi un char de combat basé sur la structure du T-72 a-t-il été remis en service des décennies après la guerre froide, repeint, suréquipé et vendu comme une arme moderne? Qui étaient-en les acheteurs? Et que s'est-il réellement passé lorsque les premiers exemplaires de cette machine hybride ont été engagés sur le sol ukrainien face à un ennemi réel? À l'intérieur, des câbles qui fondent sous la chaleur. À l'extérieur, un blindage réactif qui, mal installé, est plus dangereux qu'utile. Et au milieu, un équipage obligé de manœuvrer à l'aveugle, faute de simples caméras arrière. Cette histoire ne parle pas seulement de technologie, elle parle de désespoir politique, de tromperie militaire et d'un espoir absurde. Faire avancer de la ferraille vers l'avenir avec un peu de peinture et quelques capteurs. Si tu penses que le pire est déjà là, attends de découvrir la version conçue pour la jungle tropicale, avec boîte automatique allemande, optique de tir française et un système de refroidissement qui tombe régulièrement en panne. Et pourtant, il roulait. Parfois. Cette vidéo n'est pas un hommage, c'est une autopsie. Et les dernières minutes révèlent des détails que tu n'as certainement jamais entendus. Pour comprendre la construction du PT-91, il ne faut pas commencer par le char lui-même, mais par le contexte dans lequel il a été conçu. À la fin de la guerre froide, la Pologne se trouvait dans une situation paradoxale. Elle possédait un grand nombre de chars de combat, mais aucun vraiment adapté à l'époque. La base de sa force blindée était le T-72 version M1, un véhicule certes robuste, mais déjà largement simplifié dès sa mise en service. Et c'est précisément cette version d'exportation appauvrie qui forma pendant des décennies l'épine dorsale des forces blindées polonaises. Après les bouleversements politiques, il devint impossible d'acquérir des véhicules modernes en provenance de l'Est. Quant aux chars occidentaux, ils étaient financièrement inaccessibles. Il ne restait donc qu'une seule option, modifier en profondeur le matériel existant, afin de donner au moins l'apparence d'un système moderne. De cette contrainte naquit un projet intrinsèquement contradictoire, la tentative de transformer un véhicule des années 70 avec une technologie des années 90, sans jamais toucher à sa structure de base. Les travaux commencèrent au début des années 90 dans plusieurs centres de recherche polonais, notamment à l'Institut Obrum et à l'usine Boumar-Łabędy. Il ne s'agissait pas de concevoir un nouveau char, mais de modifier le T-72 existant aussi profondément que sa conception le permettait. Dès le départ, l'absurdité du projet sautait aux yeux. On ne construisait pas du neuf, on ajoutait du neuf sur de l'ancien. La coque, la disposition de l'équipage et le système de chargement automatique restèrent inchangés. 3 membres d'équipage, commandant, tireur et conducteur, occupaient pas toujours un compartiment exigu, sans véritable place pour l'électronique moderne. Et pourtant, de nouveaux systèmes furent intégrés, calculateurs, capteurs, alertes laser. Des faisceaux de câbles s'entassaient, là où il n'y avait à l'origine que des leviers mécaniques. Le char n'était pas reconçu, mais surchargé. Ce surpoids se faisait particulièrement sentir. Le T-72 d'origine avait été conçu pour une masse bien définie. Chaque composant ajouté rapprochait le véhicule de sa limite physique. Malgré cela, une nouvelle couche de blindage réactif fut installée, composée de centaines de modules externes. Ces plaques n'étaient pas intégrées dans la structure, mais fixées comme des rustines techniques censées devenir permanentes. Le char grandissait en largeur, mais pas en profondeur. Le moteur reflétait également cette tension. Au lieu d'un tout nouveau groupe motopropulseur, on choisit un moteur diesel 12 cylindres dérivé de la version soviétique. Sa puissance atteignait environ 850 chevaux, mais le surpoids réduisait largement cet avantage. Le rapport poids-puissance restait faible, l'accélération poussive et la marche arrière quasi symbolique. La mobilité fut améliorée sans jamais devenir satisfaisante. Le nom « Twardy », que l'on pourrait traduire par « le dur », avait une résonance presque ironique. Il devait incarner la puissance, mais représentait surtout une forme de résilience. Le PT-91 n'était pas né d'une supériorité technique, mais d'une nécessité. Chaque décision suivait la logique du possible, jamais de l'optimal.
Ce qui ne pouvait être remplacé était ajouté. Ce qui était trop ancien, camouflé. Ce qui manquait, improvisé. Ainsi naquit un véhicule qui, sur le papier, paraissait moderne, mais restait ancré dans le passé. Cette tension entre ambition et réalité fit du PT-91 un engin étrange dès le départ. Un char à la fois trop moderne pour sa base et trop vieux pour son époque. Une création hybride, non pas planifiée, mais survenue, faute d'alternative. Les ingénieurs polonais s'attaquaient à une tâche qui ressemblait à une opération de précision sur un dinosaure. Leur objectif, transformer un char soviétique, conçu à l'origine pour des percées massives sur terrain ouvert, en un outil précis pour un champ de bataille moderne. Le PT-91 devait prouver qu'il n'était pas nécessaire de tout reconstruire pour innover, qu'il suffisait de pousser suffisamment loin l'ancien. Ce qui en ressortit ressemblait moins à une réussite technique qu'à un assemblage improbable, un Frankenstein blindé, qui fonctionnait tant que les pièces ne se contredisaient pas. L'amélioration la plus visible fut le blindage réactif modulaire nommé Erawa. Il comportait exactement 399 modules répartis sur la tourelle, la coque et les jupes latérales. Contrairement au modèle soviétique, ces plaques métalliques remplies d'explosifs étaient agencées très serrées, parfois à moins d'1 centimètre d'écart, formant une surface presque continue. Cette compacité renforçait la résistance aux charges creuses, mais augmentait considérablement le poids du char. La masse totale approchait les limites tolérées par les composants mécaniques, notamment l'anneau de rotation de la tourelle, qui se mettait à vibrer dès que le terrain devenait accidenté. D'autres systèmes de protection furent ajoutés, certains venant davantage du monde des véhicules blindés légers que des chars lourds. Le détecteur laser au bras scannait en continu l'environnement pour repérer les faisceaux ennemis. S'il détectait une menace et que le commandant ne réagissait pas immédiatement, le système déclenchait automatiquement 20 lances fumigènes, créant un écran d'aérosol opaque. Celui-ci masquait temporairement le char aux viseurs optiques et infrarouges, du moins par temps calme. En pratique, ce mécanisme se révélait être un dernier recours, plus qu'une vraie défense active. L'intérieur fut également repensé. Les anciens cadrans analogiques furent remplacés par des modules de contrôle numériques. Le tireur bénéficia d'un viseur stabilisé de type TES avec imagerie thermique, connecté à un ordinateur balistique. Le système analysait la distance, la vitesse du vent, la position de la cible et le mouvement du char pour calculer une solution de tir. Le commandant, quant à lui, disposait d'un périscope jour-nuit avec télémètre laser indépendant, lui permettant de désigner des cibles séparément. Ce partage des rôles s'approchait des standards modernes, bien que sans système de données en réseau. Le canon principal restait officiellement inchangé, un tube lisse de 125 mm. Pourtant, il fut lui aussi modifié. De nouveaux freins de recul, une stabilisation améliorée et un système de chargement optimisé permettaient des tirs plus précis en mouvement. Le char pouvait tirer des projectiles flèches perforants, des obus explosifs et une munition multifonction à fusée programmable. Cependant, cette dernière restait rare, car le chargeur automatique n'était pas conçu pour en gérer la diversité. Changer de type de munition nécessitait une intervention manuelle, ce qui réduisait considérablement la cadence de tir. Le système de conduite de tir, DRAWA, reliait tous les capteurs via une unité de calcul centrale. En théorie, il était capable de gérer des engagements complexes, mais en pratique, il se montrait vulnérable au choc, à la chaleur et à la poussière. Les composants électroniques étaient installés dans des compartiments autrefois réservés à l'hydraulique, sans isolation adéquate. Résultat, surchauffe, court-circuit, perte de signal. Le compartiment moteur fut optimisé dans la limite du possible. Le moteur diesel S12U, développé localement, atteignait environ 850 chevaux, mais la transmission restait manuelle. Le changement de vitesse demandait de l'expérience et de la force, et la marche arrière ne dépassait pas 20 km à l'heure, un chiffre dérisoire comparé aux standards occidentaux. Le char occidental moyen peut reculer aussi vite qu'il avance. Ici, le PT-91 reculait comme un tracteur chargé. Le poste de conduite, quant à lui, conservait une logique purement mécanique. Le conducteur devait forcer sur les leviers, surtout à basse vitesse. Il était enfermé dans une cellule étroite, entourée d'interrupteurs, de tuyaux et de surfaces métalliques non protégées. Le champ de vision était limité, et aucune caméra arrière n'était prévue. Les manœuvres se faisaient à l'aveugle, souvent avec l'aide des coéquipiers qui criaient des instructions, une méthode d'un autre âge, encore utilisée lors des exercices nocturnes. Malgré toutes ces limites, le PT-91 fonctionnait.
Pas parce qu'il était efficace, mais parce qu'il continuait à rouler là où d'autres véhicules tombaient en panne. Froid, boue, poussière, le blindé survivait, porté par une architecture soviétique conçue pour la rusticité plus que pour la performance. Chaque modernisation s'ajoutait à un squelette ancien, sans jamais vraiment s'y fondre. Et c'est peut-être là, dans cette absurdité même, que résidait sa force paradoxale. Trop complexe pour être simple, trop simple pour être performant, mais assez robuste pour rester debout quand tout le reste échouait. Un survivant mécanique d'un monde passé, déguisé en outil du futur. L'idée de fabriquer un char pour l'exportation n'était pas un caprice, mais une stratégie de survie pour l'industrie polonaise de l'armement. Après l'effondrement du pacte de Varsovie, les usines se retrouvèrent brutalement sans débouchés. Il fallait des clients, et le PT-91 allait devenir une plateforme expérimentale, transformée au gré des appels d'offres étrangers. Le résultat, une galerie d'hybrides technologiques, parfois cohérents, souvent absurdes, toujours construits sur le même châssis déjà en surpoids. Le projet le plus ambitieux fut destiné à un client inattendu, la Malaisie. En quête de capacité blindée, le pays organisa une compétition dans laquelle le PT-91M, rebaptisé Pendekar, se retrouva face à des concurrents plus modernes, comme le T-90 russe, le T-84 ukrainien ou encore le K1 sud-coréen. Et pourtant, c'est le modèle polonais qui fut sélectionné, non pas pour ses performances, mais parce que Varsovie proposa un contrat sur mesure, production sous licence, formation des équipages, maintenance à long terme. Ce n'était pas une vente, c'était une alliance stratégique. Techniquement, le Pendekar était un puzzle multinational. Le système de visée soviétique fut remplacé par un système français Savant 15, avec suivi automatique, capteur jour-nuit et calcul balistique numérique. Le commandant pouvait désigner des cibles indépendamment du tireur, un bond en avant par rapport à la version de base qui en était incapable. Le canon restait identique, mais sa précision s'améliorait considérablement grâce à l'électronique occidentale. Le moteur d'origine, quant à lui, fut abandonné au profit d'un moteur S1000 à plus de 1000 chevaux, couplé à une transmission automatique R-Renk allemande. La vitesse de pointe dépassait les 70 km/h, et le recul s'effectuait désormais à une allure tactiquement utilisable. Mais ces améliorations vinrent avec des contraintes. La nouvelle motorisation nécessitait un système de refroidissement redessiné, une gestion du carburant modifiée et un compartiment moteur si exigu qu'il rendait l'entretien difficile, voire impossible, sans outils si spécialisés. L'armement secondaire fut également occidental, une mitrailleuse FN Mag de calibre 7,5 mm ainsi qu'un M2 lourd, tous deux installés manuellement. Les communications furent modernisées avec des radios numériques chiffrées et des antennes satellites. Toutefois, le réseau électrique d'origine peinait à suivre. Surchauffe, court-circuit, baisse de tension, les équipements modernes étaient alimentés par une infrastructure obsolète. Le Pendekar était donc plus avancé, mais aussi plus fragile. Sous climat tropical, la chaleur provoquait des dysfonctionnements récurrents. L'électronique tombait en panne, les batteries surchauffaient, les écrans se figeaient. Lors des premiers essais, plusieurs pannes complètes du système de bord furent signalées. Les équipages durent alors revenir à la conduite manuelle, comme sur un tracteur blindé camouflé en char de combat. D'autres variantes furent tentées. Le PT-91 des Desp Hardy, avec un nouveau calculateur et un blindage modulaire, ciblait le Moyen-Orient. Il impressionna sur le papier, mais ne fut jamais vendu. Le PT-91P, destiné au Pérou, fut même envoyé pour des démonstrations en altitude, avec un système de refroidissement adapté aux Andes. Là encore, aucune commande ne suivit. Le pays préféra moderniser ses T-55 existants avec des plaques soudées et des pièces recyclées. Une autre adaptation trouva cependant preneur, le WZT-3M, un char de dépannage utilisant le châssis du PT-91. Assez lourd pour remorquer d'autres véhicules, assez simple pour fonctionner avec un équipage réduit, il séduisit plusieurs armées en quête d'une solution bon marché. Mais même dans ce rôle, il conserva les défauts du modèle de base. Moteur poussif, électronique capricieuse, maintenance laborieuse. Ce qui reliait toutes ces variantes, c'était un paradoxe fondamental. En voulant corriger les limites du PT-91, on en ajoutait de nouvelles. Chaque mise à niveau complexifiait la machine. Ce qui devait la rendre plus performante la rendait surtout plus fragile. Câbles arrachés par les vibrations, capteurs aveuglés par la poussière, composants grillés par la chaleur. Le résultat n'était pas un char moderne,
mais un prototype permanent, coincé entre deux époques. Le PT-91 exporté, tout comme son jumeau local, n'était pas un système fiable par nature. Il le devenait seulement entre les mains de techniciens patients et d'équipages inventifs, capables de le faire fonctionner malgré lui. Improvisation de terrain, bricolages électriques, écrans remplacés par des tablettes civiles. Tout était bon pour contourner les faiblesses d'une plateforme trop vieille pour sa mission, mais encore assez vivante pour qu'on s'y accroche. L'épreuve de vérité du PT-91 ne se déroula ni dans un salon de l'armement, ni sur un terrain d'essai, mais bien dans un conflit réel. Lorsque la Pologne décida de transférer ses chars modernisés à l'Ukraine dans le cadre d'une aide militaire, elle envoya au front un véhicule qui n'était ni totalement obsolète, ni vraiment moderne, un produit hybride, coincé entre deux époques, entre deux doctrines. Sur le papier, le PT-91 apportait une valeur ajoutée. Son optique améliorée, son détecteur laser et son blindage réactif le plaçaient au-dessus des T-72 de base encore utilisés. En théorie, il devait renforcer les unités ukrainiennes pour des opérations défensives ou de soutien. Mais en pratique, dès les premiers engagements, ces faiblesses structurelles devinrent évidentes. Le poids, accru par les améliorations successives, posait de sérieux problèmes de mobilité. Dans les terrains boueux, forestiers ou urbains, le char peinait à se déplacer. Les galets se bloquaient sous l'effet de la boue et des débris, et les systèmes de tension des chenilles montraient leurs limites. Des incidents furent aussi rapportés où, après seulement quelques kilomètres, des éléments mécaniques clés perdaient leur fonction, symptôme d'un châssis trop sollicité. Les performances du système de visée, bien que supérieures à celles des modèles soviétiques de base, restaient limitées. Par temps brumeux ou humide, l'image thermique se détériorait rapidement. Lorsque l'écran s'éteignait ou se figeait, l'équipage était contraint d'utiliser la visée optique de jour, beaucoup moins efficace en mouvement. Dans un environnement urbain où la vitesse de réaction est primordiale, cela pouvait devenir critique. Un autre handicap majeur résidait dans le manque d'intégration au réseau tactique moderne. Contrairement aux véhicules occidentaux capables de partager en temps réel les données de position, d'objectif et de coordination, le PT-91 opérait de manière largement isolée. Les transmissions numériques n'étaient compatibles ni avec les standards de l'OTAN, ni avec les systèmes ukrainiens modernes. Les ordres de mission ou les appels à l'aide devaient être transmis par radio vocale ou par signaux visuels, une méthode lente, à haut risque dans des situations mouvantes. Malgré une puissance de feu suffisante contre les blindés légers ou vieillissants, la capacité du canon à affronter des cibles modernes était discutable. Le chargeur automatique ne pouvait manipuler que des obus standards. Des munitions plus avancées, à tête tandem ou à guidage amélioré, étaient soit incompatibles, soit trop complexes à intégrer. La cadence de tir, bien qu'acceptable sur le papier, chutait rapidement en cas d'enrayement, un problème fréquent en raison de la poussière ou de la mauvaise alimentation du chargeur. C'est pourtant dans ces limites que les équipages firent preuve d'ingéniosité. Certains ajoutèrent des caméras de recul civiles pour améliorer la vision arrière. D'autres installèrent des pare-soleils improvisés sur les capteurs pour limiter l'éblouissement. Des dispositifs d'alerte rudimentaires contre les drones furent bricolés à l'aide de détecteurs commerciaux. Ces ajouts témoignaient d'une adaptation permanente à un matériel qui n'était jamais vraiment prêt. Dans des rôles spécifiques, le PT-91 réussissait encore à rendre service. En appui d'infanterie, en couverture de convoi ou comme plateforme de tir semi-statique, il tenait sa place. Sa robustesse héritée du T-72, combinée à des améliorations ciblées, lui permettait de survivre là où certains équipements plus modernes, mais plus fragiles, échouaient, mais dès que le rythme des combats s'accélérait, ses failles se multipliaient. Sa lenteur en marche arrière, ses capteurs instables, son réseau inexistant et sa silhouette facilement détectable le rendaient vulnérable. Il n'était pas un prédateur blindé, mais un survivant. Un char qui ne dominait pas le champ de bataille, mais qui s'y accrochait. Et c'est précisément ce mélange de résistance et d'inadéquation qui fit du PT-91 un cas à part. Il fut conçu pour un type de guerre qui n'existait plus et dut affronter un conflit pour lequel il n'était pas prêt. Il ne brillait ni par sa vitesse, ni par sa précision, ni par sa technologie. Mais il était là. Et parfois, dans un chaos de métal et de feu, cela suffisait à faire la différence. L'histoire du PT-91 n'est pas celle d'une évolution logique, mais celle d'une longue série d'improvisations techniques, d'ajustements politiques et de bricolages industriels. Au final, ce char n'a jamais été véritablement moderne,
Mais il n'a jamais totalement disparu non plus. Il a simplement continué d'exister, année après année, modernisation après modernisation, jusqu'à devenir un objet presque anachronique, aussi fascinant que dépassé. L'intérieur du véhicule en dit long. Là où les chars contemporains offrent des postes de tir ergonomiques, adaptés à des opérations rapides et coordonnées, le PT-91 présente un habitacle confiné, saturé de leviers, de câbles apparents et d'interrupteurs mal étiquetés. Les instruments numériques ont été greffés sur une architecture conçue à l'époque analogique, sans réelle intégration. Les circuits électriques traversent des compartiments métalliques sans protection thermique. En cas de surchauffe, certains modules cessent tout simplement de répondre. Le système de chargement automatique constitue un autre point sensible. La munition, stockée dans un carrousel rotatif situé sous la tourelle, repose littéralement sous les pieds de l'équipage. En cas de pénétration du blindage à cet endroit, les conséquences sont catastrophiques. Les modèles occidentaux modernes placent la munition dans des compartiments séparés, protégés par des panneaux soufflables. Mais ici, le dispositif soviétique est resté intact, par souci de compatibilité. On modernise l'interface, mais pas le cœur du système. À l'extérieur, la silhouette du PT-91 est tout aussi révélatrice. Les modules de blindage réactif, ajoutés sur la tourelle et les flancs, ne sont pas intégrés au design initial, mais simplement boulonnés. Cela donne au char un aspect grossier, presque artisanal. Les lignes ne sont ni cassées, ni pensées pour réduire la signature thermique ou radar. Le système d'échappement chauffe de manière incontrôlée, rendant le véhicule facilement repérable par imagerie infrarouge. Et pourtant, malgré toutes ces lacunes, le PT-91 continue à rouler. Son moteur, bien que bruyant et gourmand, reste fonctionnel. Son châssis, bien qu'ancien, supporte encore le poids. Son canon, bien que rustique, conserve une puissance de feu suffisante dans certains contextes. Mais ce fonctionnement repose moins sur la performance que sur la résilience. C'est un engin qui pardonne les erreurs, qui accepte les réparations de fortune, qui fonctionne même quand tout le reste tombe en panne. Dans un monde militaire de plus en plus dominé par les capteurs, les drones et les communications en temps réel, ce char incarne une autre époque. Il n'a ni réseau tactique, ni intelligence artificielle, ni capteur multifréquence. Mais il peut encore tirer, bouger et encaisser. Il appartient à une génération de machines pensées pour survivre dans la boue, le froid et la désorganisation. Chaque mise à jour tente de l'adapter à une guerre qui a changé plus vite que lui. Le paradoxe atteint son sommet lorsqu'on observe les chiffres de production. En tout, à peine plus de 200 unités ont été construites, toutes variantes confondues. C'est un nombre dérisoire comparé aux standards des grandes puissances. Et pourtant, ce petit nombre suffit à inscrire le PT-91 dans l'histoire. Il n'est pas devenu un mythe pour ses performances, mais pour ce qu'il représente. Un vestige roulant d'un monde qui refusait de mourir, déguisé en machine du futur. Le PT-91 n'est pas un échec total, c'est un rappel. Un rappel que l'innovation ne suffit pas toujours, que la survie mécanique peut parfois l'emporter sur l'élégance technique. Un rappel que même les idées les plus dépassées peuvent continuer à circuler, parfois en boitant, parfois en fumant, mais toujours en avançant.